Bertrand Bonjour, Ducré, Wilfried. président du MEDEF Yvelines, bienvenue ici, au bistrot du théâtre, je vous en prie. Merci. Le bistrot du théâtre à Montigny qui a l'habitude de nous recevoir pour ce café politique et aujourd'hui c'est un peu particulier, on a plutôt l'habitude d'accueillir des hommes politiques, des députés, des maires, des conseillers régionaux. Cette fois-ci on fait une petite exception, une petite entorse à cette règle, déjà parce que l'actualité l'impose. On prendra le temps de parler avec vous de cette loi travail, de cette réforme. Le 9 mars il y a eu une forte mobilisation dans les rues parisiennes et pas uniquement d'ailleurs. Et puis aussi parce que ce sera l'occasion de mieux comprendre comment fonctionne l'organisation, votre organisation, le MEDEF, et qui sont ceux qui la dirige. D'ailleurs, pour situer un petit peu tout de suite les choses, faut-il être de droite pour être au MEDEF ? Je ne crois pas qu'il faille être ni de droite ni de gauche. C'est pas une organisation politique, voilà. parce que souvent l'image du MEDEF est associée à celle de la droite, plutôt. C'est un clivage, un vieux cliché. On fait un amalgame, patron riche, patron de droite. C'est faux. Le MEDEF, c'est une organisation qui défend l'entreprise. Donc l'entreprise, et d'ailleurs, vous savez, ça m'amuse que j'étais hier avec Geoffroy Roux de Bézieux et mon administration du MEDEF Yvelines, et un de mes adhérents s'est présenté à Geoffroy Roux de Bézieux qui venait nous rencontrer. Moi, je suis un patron de gauche. Et il a dit, je suis un patron de gauche, et quand Bertrand Ducré m'a recruté, je lui ai dit, écoute, je suis socialiste et de gauche. Les patrons, ils ont diverses sensibilités. Ça les regarde. Mais justement, le MEDEF, est-ce que ça les regarde ? Est-ce que vous l'affichez, votre sensibilité ? Est-ce que vous revendiquez être un patron de gauche ou un patron de droite ? À titre personnel, et je ne réponds que pour moi là, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis un homme d'entreprise. Non. Mais maintenant, j'ai dans mon mouvement des hommes qui ont affichent, et c'est leur droit, des sensibilités bien précises qui sont de droite ou de gauche. Mais ce n'est pas le débat au MEDEF. Le premier président au MEDEF, lors de sa création, c'était Ernest Antoine Seillière. C'était en 2002 qu'il déclarait que le MEDEF était justement non partisan. Il ne porte aucun jugement, aucune opinion sur les candidats. Il ne donne aucune consigne de vote. Pourtant, le MEDEF en 2007 était plutôt opposé à Ségolène Royal, notamment en raison des 35 heures. Et puis en 2012, le MEDEF s'est aussi prononcé contre le programme économique du Front National. C'est aussi le rôle du MEDEF ? Alors, je pense que, vous voyez, c'est une évolution. Et Ernest Antoine Seillière a fixé les bases d'un mouvement, mais il s'est passé un peu de temps depuis lui. Il y a eu Parisot, il y a eu Pierre Gattaz. Et alors ça, c'est encore une fois ma conviction. Mais vous savez, le MEDEF, c'est un mouvement qui résume beaucoup d'entreprises, des grandes, des petites, des toutes petites, des très grosses, et des patrons très divers. Donc, à titre personnel, et je n'exprime que pour moi, je pense que nous avons un devoir de parole. Un devoir de parole. Et lorsqu'un candidat, c'est pas que nous opposons systématiquement droite ou gauche, mais quand un homme politique prend une parole, définit un programme économique, nous avons, à mon avis, le devoir de donner notre avis, bien ou mal. Que pensons-nous de ce programme pour les entreprises ? Vous avez cité justement Pierre Gattaz, le président actuel du MEDEF. Dès son arrivée, il a dit souhaiter durcir les positions du MEDEF, baisser les pensions de retraite, sur la hausse de la durée des cotisations, le report de l'âge légal. Aussi, vous en pensez quoi de ces propositions ? Et puis quel regard vous avez aussi sur l'homme, sur Pierre Gattaz, qui a un style un petit peu différent de ce qui l'a précédé. Tout à fait. Pierre Gattaz est un chef d'entreprise, un vrai. Un vrai, si on reprend son parcours, il a effectivement hérité d'une entreprise, mais qu'il a tellement développé qu'on peut dire qu'il l'a presque créée. Parce que là n'a rien à voir, c'est qu'il a hérité, je crois que de mémoire devait faire 70 millions d'euros, il l'a passé à 200, 280, enfin il a explosé cette entreprise en termes de développement. Donc il a été un créateur d'emplois, il a été un créateur de richesses, et c'est un homme de terrain. Donc effectivement, durcir, c'est pas durcir, le mot était peut-être pas choisi ou approprié. Pierre Gattaz, c'est l'homme d'un combat pour l'entreprise, d'un combat pour l'emploi. Et je suis très solidaire avec lui de ce côté-là. Parce que quand les entreprises vont bien, et d'ailleurs il l'a prouvé dans son parcours, quand une entreprise se développe, qu'elle se crée, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse. Et c'est bien pour tout le monde. Laurence Parisot, qui lui a précédé, n'a pas pu faire un troisième mandat. C'était dans les statuts, même si elle l'aurait plutôt souhaité. Et elle s'intéressait à des sujets sociétaux, véritablement. C'est ça qui a tranché aussi avec le style Pierre Gattaz. Vous préférez lequel des deux à choisir ?
Je pense qu'ils sont indissociables, il n'y a pas de choix à faire. Il faut affirmer les valeurs. Pour moi, ce qui apporte, c'est justement que il faut réconcilier les salariés et l'entreprise, les Français et l'entreprise. L'entreprise, c'est la vie. L'entreprise, c'est la vie. C'est vrai que c'est le moteur. C'est un moteur qui permet de développer, de créer. Il n'y a pas de richesse sans entreprise. Donc, il n'y a pas à choisir entre le sociétal ou l'économique. C'est un mix, il faut allier les deux. Une société qui se développe, elle va bien avec ces deux leviers. On va mettre fin à cette première séquence d'émission. Je vous propose néanmoins d'écouter un micro-trottoir. Nous sommes allés demander un petit peu aux Saint-Quentinois, aux Yvelinois, selon eux, à quoi servait le MEDEF. Et puis bien sûr, vous pourrez leur répondre, réagir après. Selon vous, est-ce que c'est utile un syndicat pour les patrons ? Je suppose, puisqu'il y a un syndicat pour les ouvriers, pourquoi pas un syndicat pour les patrons ? Est-ce que c'est utile de défendre les patrons ? Bah oui, malgré tout le monde a besoin de se défendre. Bon, pas grand-chose en fait. Pourquoi justement ça sert pas à grand-chose ? Je sais pas, à part nous enfoncer. À part d'être des pions, je vois pas ce qu'on est pour eux. Et il y a bien des syndicats au niveau des ouvriers. Il faut bien qu'au niveau du patronat, il y ait des organismes pour centraliser les différentes actions. Ça sert à nous embêter. Je pense que les gens qui travaillent doivent se poser beaucoup de questions et le poids qu'il a vis-à-vis du gouvernement actuel. Non, justement, le MEDEF, c'est quoi ? C'est un organisme de lobby, c'est fait pour embêter les salariés, ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir. Alors, ça c'est amusant, mais c'est amusant et c'est très représentatif d'état de pensée aujourd'hui. On en revient au cliché. Voilà, enfin, vous évoquiez comme un cliché au début. Pour moi, il n'y a pas opposé patron et salarié. Opposer entreprise et salarié, c'est un non-sens. On va s'intéresser à présent à vous, à votre parcours et aussi l'autre aspect, puisque vous êtes aussi chef d'entreprise. Ça, on va y venir au cours de la seconde partie de ce café politique. Je vous laisse passer en salle à présent. Allez-y. Invité de ce café politique, Bertrand Decré, le président du MEDEF des Yvelines. On a parlé tout à l'heure de votre organisation, mais finalement on a assez peu parlé de vous. Vous devenez président du MEDEF des Yvelines en 2011, novembre 2011. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à prendre la tête de l'organisation dans le département ? C'est un chemin. Si vous voulez, j'ai créé une entreprise. J'ai créé ma première entreprise en 92. Et avec tous les affres de la création, vous savez, quand on construit une entreprise, on est comme une lessiveuse. Tout vous tombe dessus, on découvre, on fait. Et puis les choses, heureusement, ça s'agisse. Et après, il y a un besoin d'engagement, parce que quand on a réussi, il y a deux solutions. Où on profite et on s'abstrait du monde, où on se dit, tiens, je peux agir. Et j'avais un besoin d'agir, je ne voulais pas le faire en politique. J'ai choisi le monde patronal. Et vous aviez déjà eu un engagement plus jeune, que ce soit en politique ou dans le monde syndical aussi ? Aucun. C'est une vision des choses. Je pensais que j'ai passé une période de ma vie à apprendre, comme tout le monde. J'ai eu une vie de salarié, où j'ai travaillé, j'ai une vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis en phase, j'ai 57 ans, je suis en phase, d'ailleurs, je suis en train de transmettre mon entreprise. Et je dis que le temps libre que j'ai pu libérer, eh bien, je le donne à un combat qui me paraît légitime. Vous êtes directeur d'un supermarché, on ne va pas citer la marque, vous avez une soixantaine de salariés, c'est à Fontenay-le-Fleury. Un petit peu moins maintenant ? Une cinquantaine. C'est pas maintenant. Gonflez un peu les chiffres. Est-ce que justement cet aspect-là vous sert dans votre travail, vous sert dans votre aspect d'engagement syndical ? Ah, complètement. Mais tout à fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas être un bon président de MEDEF si on n'est pas soi-même chef d'entreprise. Et je dirais même que le fait d'avoir vécu la création, la maturité et la transmission font que j'ai vécu toutes les phases de l'entreprise. Le fait d'avoir été salarié aussi, vous savez, moi, c'est ce que je disais, je m'exprimais avec un leader CGT l'autre jour, et je dis, mais vous savez, moi j'ai été licencié. J'ai été au Prud'homme en tant que salarié. Je pense que tout mon parcours et toute mon expérience me sert, mais j'ai été employeur, j'ai eu des employés que j'ai licenciés, j'ai vécu tout les affres de cette... Donc,
savez, c'est la vie. C'est la vie et je pense qu'il faut avoir vécu. Et je dirais que c'est peut-être, je rebondis sur ce que vous dites, peut-être un reproche que je ferai à certains donneurs de leçons. C'est eux n'ont jamais créé de richesse, jamais créé d'emploi, jamais vécu ces choses-là. Moi, je les ai vécues. Où les donneurs de leçons? Alors, je ne veux pas me faire d'ennemis, donc on va. Vous les trouverez vous-même. Un peu partout? Un peu partout. Quelle que soit la formation, quel que soit le syndicat. Alors voilà, quelle que soit la formation. Si vous voulez, je pense que s'il y en avait plus d'hommes et de femmes qui prennent les manettes du pouvoir en ayant vécu réellement ce que vit le peuple français, on aurait peut-être des directions plus intéressantes. Le peuple, en tout cas une partie, était dans la rue aujourd'hui, 9 mars, date d'enregistrement de cette émission. Il y avait cette mobilisation, manifestation, la première contre cette loi travail qui sera étudiée à partir du 24 mars, sauf si elle est à nouveau reportée et que le gouvernement recule un petit peu. Salariés, des étudiants qui sont dans la rue, comment vous l'avez vécu cette journée lorsque vous voyez des salariés, des étudiants dans la rue? Quand vous voyez des banderoles d'ailleurs, comme on a pu le voir, contre le MEDEF? Comme un immense gâchis. Un immense gâchis parce que, si vous voulez, cette loi, visiblement, ne satisfait pas la rue, mais ne satisfait pas nous non plus. C'est pas notre loi, tout n'est pas bien. Nous pensons... Au MEDEF, globalement, on apprécie plutôt cette réforme. Non, attendez, je vais mesurer ce que je veux dire. C'est une bonne direction, ça va dans le bon sens et les choses n'évolueront pas en un coup de baguette magique. Donc c'est bien. Et aujourd'hui, cette loi est totalement incomprise. Et alors bon, j'ai un autre sujet d'étonnement qui sont les étudiants et les lycéens. En ce qui me concerne, je pense être assez alerte sur les choses économiques et politiques, bien documentées. J'ai pris le temps. Et il m'a fallu un peu de temps pour bien regarder les mesures. Et surtout vraiment comment je pouvais transposer ces mesures en création d'emplois dans une chef d'entreprise. Est-ce que chez vous ça Moi, je suis étonné qu'un gamin de 16 ans ou de 17 ans puisse me dire très rapidement qu'il est contre. Parce qui les inquiète, c'est la précarisation, de se dire on va arriver sur le marché du travail, on sera la vraie précarisation, c'est le chômage. L'emploi, c'est pas précaire. Quand on a ça dépend des conditions d'emploi. Est-ce qu'on est employé, est-ce qu'on a une garantie de cet emploi-là? Est-ce que du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue? Quel sera notre salaire? Aujourd'hui, il y a pour moi deux aspects. On est au boulot ou au chômage. Donc là, la précarité, c'est le chômage. Donc vraiment, le point numéro 1, c'est créer de l'emploi et recruter. Que les gens aient un emploi. Après, aujourd'hui, je pense que le monde a changé, l'entreprise a changé. Les entreprises ont besoin d'agilité. Elles ont besoin de visibilité, de sécurité. Et les entreprises ne vivent pas comme un long fleuve tranquille. Une entreprise qui produit, une entreprise qui est saisonnière, qui va avoir des variations, une entreprise qui va avoir des pics de production, elle va devoir adapter sa masse salariale et on peut trouver des équilibres. L'idée, c'est la recherche d'équilibre. Vous savez, quand on nous dit on pourra, avec 4 mois de baisse d'activité, pouvoir enclencher. Moi, je dis 4 mois. Est-ce que c'est la bonne notion, 4 mois? Peut-être 6. Discutons sur 6, sur 7, sur 8. L'intérêt, c'est que l'entreprise prospère et continue pour qu'elle puisse embaucher des nouveaux salariés et réduire le chômage. Après, s'il faut une entreprise qui paye trop de charges sociales, qui paye trop de frais sociaux, qui paye trop de charges, elle meurt. Au bout d'un moment, elle dépose le bilan. Mais un salarié qui, même pour la survie de son entreprise, doit voir baisser son salaire, va aussi se retrouver face à certaines contraintes. Il n'est pas question de baisser le salaire, là. De manière provisoire, d'augmenter la durée du temps de travail. Il n'est pas question, dans cette loi, il n'est jamais question de baisser le salaire. On ne baisse pas le salaire. On adapte les temps de travail sur des temps. On peut, à des moments, qu'est-ce qu'il faut? À un moment, imaginez une entreprise qui vive une grave crise, pour une raison X. S'il faut, à un moment donné, licencier 20% d'entreprises en chômage économique, pour passer la vague, c'est préserver les 80 autres %. Et quand elle a passé la vague, elle récupère les 20 et elle repart. C'est une chose vivante, l'entreprise. C'est pas un monde immuable, on passe pas à 20, à 30. Vous savez, un truc. En plus, pour moi, il n'y a pas de débat. Je vous parle en entrepreneur.
Pour moi, il n'y a pas de débat. Un entrepreneur, il n'a qu'une envie, mais qu'une envie, c'est faire prospérer son entreprise. C'est la développer. Et s'il la développe, ben, il crée des richesses, il crée de l'emploi. Mais je ne connais pas un entrepreneur digne de ce nom qui me dise, écoutez, moi, j'ai envie de licencier, j'ai envie de baisser mon chiffre d'affaires, j'ai envie que mon entreprise devienne moribonde. Il n'y en a pas un qui va vous dire. Attends, ça me fout sens. Mais les mesures qui sont dans cette réforme, en tout cas telle qu'elle sera sans doute présentée le 24 mars, vous seriez élu, vous la voteriez par exemple? Et ensuite vous l'appliqueriez avec joie dans votre entreprise? Attendez, on va prendre des mesures simples. Le plafonnement des indemnités prud'homales. Qui serait limité à, qui ne dépasserait pas 15 mois de salaire. 15 mois de salaire, c'est quand même 15 mois de salaire, quand même. Après, pour un salarié qui est là depuis 20-25 ans dans une entreprise. Quel intérêt? L'idée, c'est pas de travailler sur le nombre de mois d'indemnité, c'est de faire en sorte que ce salarié retrouve très vite du boulot, qu'il y ait du plein emploi, qu'il y ait du recrutement, qu'il y ait besoin de lui. L'idée, c'est de travailler sur sa formation, l'idée, c'est de travailler sur ses qualifications, et que ce salarié qui a été licencié, qui a touché 15 mois de salaire, puisse retrouver un emploi dans les 3 mois ou les 4 mois. C'est ça l'idée de travail, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas sur lui donner 20 mois ou 30 mois. Parce que de toute façon, c'est pas une mesure pérenne. C'est ça, la vraie précarité, elle est là. Alors faut-il l'imposer, cette loi réforme du travail, peut-être par l'article 49.3, pourquoi pas. En tout cas, nous avons posé la question. Je vous laisse répondre ensuite. S'il est convaincu que c'est la bonne chose, il devrait le faire. C'est nous qui vivons aussi dans ce pays, quoi. Donc si on n'écoute pas son peuple, on ne peut pas avancer tous ensemble. Non, nul n'a besoin d'imposer quoi que ce soit pour n'importe quelle loi. Si on retire totalement la loi, c'est un peu absurde aussi. Il faut négocier. Un peu le retour aux négociations. C'est pas la bonne Imposer, non, c'est pas la bonne solution de toute façon. Et ils sont déjà en train de faire machine arrière de toute manière. Normalement, le gouvernement est le représentant du peuple. Donc normalement, il devrait écouter le peuple. On a voté pour avoir des représentants qui font le boulot. Donc on ne va pas faire le boulot à leur place. Voilà. Donc c'est au gouvernement et aux députés de faire leur job. Donc d'assumer leur projet de loi. Exactement. On les a élus pour ça. Il faut l'imposer. Quelle est votre réponse? Je pense que la dernière dame, ça c'est une fonction de la démocratie. Pour moi, a parfaitement raison. Nous sommes en démocratie, nous élisons des hommes et des femmes pour nous représenter. Et donc, si nous avons donné mandat et élu ces hommes, pour la durée de leur mandat, nous devons leur faire confiance. Mais ça, c'est une fonction démocratique pour moi. Si l'élu doit être tributaire de la rue au quotidien, je pense qu'on n'avancera jamais. Sauf parce que c'est le cas aujourd'hui, dans la rue, on manifeste parce qu'on dit que le gouvernement a trahi par rapport aux propositions qui avaient été faites sur un programme. Que cette loi, si vous voulez, la façon dont elle est, a manqué de pédagogie. On aurait dû expliquer davantage. On aurait dû proposer, discuter. Si vous voulez, s'il y a un reproche que je ferai au ministre, c'est surtout sur la forme, pas sur le fond. Ça se fait aussi un peu dans la précipitation. Il reste à peine plus d'un an avant les prochaines élections présidentielles, législatives. Maintenant, sur la forme, je pense qu'il aurait fallu expliquer davantage. Et encore une fois, si vous voulez, le MEDEF, c'est pas la loi du MEDEF, c'est pas ce que nous voulons. Il y a plein de choses qu'on a à critiquer dans cette loi. Nous disons simplement, ça va dans le bon sens. À partir du moment où nous pourrons, dans les choses que nous avons, c'est en plus cette possibilité de référendum peut être intéressante. Vous savez, je vous le disais en début d'entretien, la France est un pays de PME, un chef d'entreprise, moi tout simplement, et tous mes camarades. Et encore, moi j'ai une très grosse entreprise. Si vous prenez leur INSEE, 96 ou 94, je crois, % des entreprises ont moins de 10 salariés en France. Je crois que ça doit être à peu près ça. Donc avec 40 et quelques salariés, je suis dans les 6% plus grosses entreprises. Et pourtant, je connais tous mes salariés par leur prénom et par leur nom. Je leur dis bonjour individuellement tous les jours. J'ai affaire à des êtres humains. Et chez nous, pourquoi
il y a très peu de représentants syndicales, c'est que le dialogue social, il est quotidien. Et il n'y a pas d'adversaire, c'est pas un patron. Si vous voulez, si je rentre pas dans mon entreprise encadré de vigiles avec des CRS, je vois des hommes et des femmes tous les matins qui me sourient, et quand ils ont un problème, ils m'en parlent, et on en discute. Mais ça, c'est la réalité des entreprises. Alors, il y a peut-être, ça se passe pas toujours bien. Oui, parce que là, vous dépeignez un climat idéal, dans une situation idéale, c'est pas toujours le cas. J'ai un peu peur. Il faut aussi encadrer quelquefois les dérives. Qu'on ait tendance à mettre en avant, si vous voulez, tout ce qui va mal et ce qui va bien. Vous savez, tiens, regardez, j'ai une anecdote à vous citer. Quand j'ai créé mon entreprise en 2005, enfin celle-là, celle que je dirige actuellement, nous étions dans mon enseigne qu'on ne citera pas, nous avons créé collectivement au même moment 200 ou 220 emplois. Et à la même époque, Moulinex en Normandie licenciait 210 personnes. On a parlé, ça a fait la une des journaux télévisés de TF1, d'Antenne 2, machin, les 220 emplois détruits. Mais les construits, on n'en a jamais parlé. On parle toujours des trains qui arrivent en retard, pas de ceux qui arrivent à l'heure, vous le savez bien. Exactement. Ben oui, mais pourtant il y a plus de trains qui arrivent à l'heure que de trains qui arrivent en retard. C'est à 36 ans que vous êtes devenu patron. Tout à fait. 36 ans, gérant donc d'un hypermarché qui va plutôt mal à ce moment-là. Supermarché. Ouais, vous me donnez décidément, vous donnez des grands trucs dans ce... J'avais pas un sou, j'ai racheté une boîte totalement faillite. Vous l'avez acheté pour 3 fois rien. Je l'ai acheté 1 franc. Je l'ai acheté 1 franc. Alors vous imaginez quand on achète 1 franc une entreprise, c'est qu'elle va très 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 mal. Alors qu'est-ce qui explique là ce parcours et cette décision d'acheter cette entreprise, de vous lancer, de vous dire moi je serai patron, même si j'achète une entreprise qui va mal et que ça me coûte 1 franc? Si vous voulez, d'abord, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que j'avais pas d'argent. Donc je voulais entreprendre. Et il y a un petit côté fou dans l'entreprise. Il y a un petit côté Christophe Colomb, je vais découvrir l'Amérique alors que tout le monde pense qu'on va tomber au fond. Il y en a un qui dit non, je vais trouver la route des Indes. Et non, tu vas tomber, il y a des monstres, tu vas te planter au bout. Donc tout le monde dit va se planter. Vous étiez convaincu que vous alliez redresser l'affaire? J'ai cru en moi, voilà, c'est le côté Christophe Colomb. On dit je suis sûr que là-bas je vais. Et ça a été aussi facile que ça? C'était les premières années? Durissime. Si vous voulez, j'étais salarié, en plus j'étais cadre supérieur d'une jolie boîte, parce que chez Total, j'étais directeur des ventes de la filiale Spontex. Donc j'avais tous les avantages de ma fonction. Me retrouver au four au moulin, c'est-à-dire que d'abord le sacrifice de ces week-ends. Comme tout salarié, j'avais mes week-ends, mes 7 semaines de congés payés, et tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai perdu tous les vacances. H24, 7 jours sur 7. H24, 7 sur 7. Mais aventure passionnante. Et quand je jette un regard maintenant sur cette période, je me dis merci, j'étais sportif, costaud, j'avais la force physique parce que c'est ce qui permet de tenir. Quand on est des banquiers qui vous sautent dessus, qui vous suppriment vos lignes de crédit, des fournisseurs tout allait dans le mauvais sens. Et c'est un vrai combat, mais c'est passionnant. Et j'ai tout appris dans ce combat d'ailleurs. Et ça vous a servi donc ensuite pour prendre des responsabilités un peu plus au MEDEF par exemple. Voilà. Quand vous disiez tout à l'heure, j'étais salarié, moi avant j'ai été licencié aussi, je sais ce que c'est. Ça me sert quand je discute avec le syndicat, vous voyez. Et quand je discute, parce que le MEDEF est le seul mouvement qui fait tout le spectre de l'entreprise. Nous on a des TPE, des PME et on a le CAC 40. Donc on a tout le spectre. Et quand je discute avec un entrepreneur qui me dit tu sais Bertrand, la création c'est dur. Je dis je sais, j'ai fait ça, je suis passé par là. Quand je discute avec un type qui a 6-7 salariés, mais j'ai connu cette période. J'ai connu la période où les banquiers me disaient non systématiquement, où on m'appelait presque 3 fois par jour pour me dire combien est-ce que j'avais sur le compte parce que le compte était en rouge. J'ai connu cette période. Et aujourd'hui ça va mieux? Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Parce que cette affaire-là, ensuite vous l'avez revendue et alors je l'ai remonté, revendu. Et d'ailleurs, tiens, encore anecdote, c'est là où le virus est un virus. Mon fils qui m'a rejoint aujourd'hui, mais était encore jeune à l'époque,
qui me dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu ne profites pas de l'argent que tu as gagné pour t'acheter une nouvelle maison, un beau truc, et puis reprends un métier que tu sais faire. Je dis non, je préférais avoir une baraque de frites et être seul et être mon maître, mais ça c'est une vocation. C'est votre prochain projet? Pour le projet, je veux dire, il est plutôt maintenant, je vais vous dire, vous savez, je pense qu'il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. J'ai fait voter des statuts dans mon MEDEF territorial sur lequel on ne peut pas se voter au-delà de 2 mandats. Donc je vais peut-être prolonger d'un mandat, ce sera mon 2e, ce sera terminé. Et je pense qu'à un moment, il faut céder la place aux autres. Je transmets mon entreprise à mon fils. Et après, vous ferez de la politique? Après, non, je pense que j'ai 2 petites filles, j'espère avoir d'autres petits-enfants. Et je pense qu'à chacun chez plaisir. Et je pense que vers 67 ans, c'est l'âge à peu près à laquelle je compte m'arrêter, je m'occuperai de ma famille et j'espère être un grand-père heureux. J'ai une dernière vidéo à vous faire regarder, écouter. Est-ce que vous connaissez Frédéric Fromet, qui intervient sur France Inter chaque jour à 17h? Non. Voilà, il a une petite vidéo en ce moment. J'ai tout plein d'amis au MEDEF, ma religion c'est le bénéf. Pour faire du pognon je vendrai père et mère, le laisser aller du pauvre m'exaspère. J'ai tout plein d'amis au MEDEF, ma religion c'est le bénéf. Mon Dieu, c'est le patron qui vire, qui dégraisse et qui impunément se tire avec la caisse. Ça vous fait sourire? Ouais, ça me fait rire. Oui, ça vous fait rire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette image un petit peu cliché. Mais c'est drôle. Non, mais c'est drôle. Mais ça reste drôle. Pour moi, c'est drôle, oui, c'est drôle. J'ai plein d'amis au MEDEF, ma religion, c'est le bénéf. C'est une caricature. C'est-à-dire que le type qui casse avec la caisse, je fais des pognons, mais ça fonctionne pas. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, des mecs, mais attendez, il faut un type qui crée sa boîte, il se tire avec la caisse, qu'est-ce qu'il fait après? Il fait quoi après? Puis comment on fait pour se tirer avec la caisse? Je veux qu'on m'explique comment on fait pour se tirer avec la caisse. Et je peux vous assurer sincèrement que c'est pas ce qui me guide, c'est surtout pas le profit. C'est pas le profit. C'est pas le bénéf, pour revenir à cette chanson. C'est pas le bénéf. Mais non, c'est pas le bénéf. Merci. C'est pas le bénéf. Merci Bertrand Decré d'avoir participé à ce café politique. Merci de l'avoir invité.